On a une attaque toutes les 11 secondes au niveau mondial. Moi, quand j'étais à l'Annecy, entre 2019 et 2020, je me souviens qu'il y avait une augmentation par 4 des attaques de type rançongiciel, ce qui peut faire froid dans le dos quand on sait que, par exemple, une PME qui se fait attaquer, souvent, 6 mois après, elle fait faillite. Donc voilà, les conséquences économiques, elles sont extrêmement importantes. Il y a des évaluations, on parle de plus de 5500 milliards de coûts de la cyber au niveau mondial. Donc c'est un vrai enjeu pour notre société. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de la cyber. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte du campus cyber avec Yann Bonnet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite nous en dire un peu plus sur le campus cyber, s'il vous plaît? Alors moi, je suis Yann Bonnet, donc je suis le directeur général délégué du campus cyber. Avant ça, j'étais à l'Annecy, j'accompagnais Guillaume Poupard, donc le directeur général de l'Annecy. Et avant, au Conseil national du numérique, qui est un think tank pour les gouvernements sur toutes les questions de l'impact du numérique sur notre société. Comment vous êtes tombé dans ce milieu-là, dans le monde du numérique et de la cybersécurité ensuite? Ça remonte à quelques années. Si je me souviens bien, j'étais très jeune, j'étais au collège, c'était dans les années 90, et j'étais hyper curieux par Internet qui commençait à se développer. Je viens d'un milieu qui était assez modeste, il n'y avait pas Internet à la maison, et donc petit à petit, je me suis débrouillé pour qu'on l'ait. Et j'étais très surpris de la puissance du réseau, du partage, des connexions. Et en même temps, très surpris des possibilités qui étaient offertes. Et alors, je l'ai pas trop dit, mais voilà, je me suis beaucoup intéressé à certains aspects sur notamment, voilà, on pouvait facilement utiliser des outils qui permettent de faire des choses assez incroyables et qui posaient des questions de confiance dans ce réseau. Il y avait un gros sujet, je n'avais pas accès à Internet comme je le disais, et donc du coup voilà, je regardais beaucoup comment essayer de rentrer et d'accéder à Internet gratuitement. Et voilà, donc cet esprit, en fait, je savais même pas que ça s'appelait de la cybersécurité, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne. Vous étiez un petit hacker quand vous étiez plus jeune? Je sais pas si c'était vraiment le terme, en tout cas le terme de hacker, moi c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est pour moi un esprit de curiosité, et certains choisissent la mauvaise force le mauvais côté de la force, oui. Et ça c'est extrêmement condamnable, et on le voit de plus en plus actuellement. Mais d'autres voilà, sont plus attirés sur comment on peut un peu bidouiller, comprendre, détourner un peu certaines choses. Moi, je suis jamais passé du côté de la force obscure, mais c'est vrai que c'était assez vertigineux à tel point qu'à un moment, je me suis dit oula, ça bouge trop vite, je m'écarte un peu de tout ça, et voilà, je me suis plus intéressé sur les sujets numériques au sens large, l'impact du numérique sur l'éducation, sur la santé, sur l'écologie, sur la lutte contre le terrorisme, différentes choses comme ça, et plus récemment, il y a à peu près 5 ans, j'ai rejoint l'Annecy. Puis j'ai eu la chance d'accompagner Michel Vandenberg, qui est le président du campus cyber, qui est un entrepreneur à succès, qui je crois en 2019 a reçu une mission à la demande du président de la République de réfléchir, de concevoir un lieu totem qui est devenu le campus cyber, pour fédérer en fait tous les acteurs de l'écosystème pour être plus forts ensemble. C'est vraiment ça en fait l'idée du campus. Il y a combien d'acteurs en ce moment dans l'écosystème cyber? C'est un écosystème qui est très dynamique, qui est très qui prend qui évolue rapidement. Au sein du campus cyber, on a plus de 3000 personnes qui ont des accès au campus. Le campus, c'est un lieu. Il est situé à La Défense. C'est une tour de 26 000 m², 13 étages. Comme je disais, il y a 3000 personnes qui ont des accès. Et on y retrouve tout l'écosystème, tous les meilleurs talents. En fait, c'est vraiment la porte d'entrée de l'écosystème. On y retrouve, et c'est ça qui est intéressant, c'est une initiative privée-publique.
on y retrouve énormément d'acteurs des entreprises, des toutes petites entreprises, des startups, des scale-up, des PME, et aussi des très grands acteurs de la cybersécurité, mais aussi des non-pure players. Donc on a aussi la moitié du CAC 40. On a en ce moment énormément la communauté des banques qui s'active, mais aussi du luxe, voilà, tous ces acteurs. Et ce qui est hyper intéressant, parce que c'est quand même les bénéficiaires, et c'est très intéressant de créer des liens avec notamment les startups. Mais on a aussi des acteurs de la recherche, le CNRS, l'INRIA, le CEA, l'IMT, des écoles. On a 5 écoles qui donnent des cours sur le campus, et des associations. Donc c'est vraiment l'écosystème, et c'est ça qui est intéressant, je pense, au sein du campus. Quand dites ils ont accès, est-ce qu'ils ont des bureaux aussi chez vous? On peut aller leur parler là-bas sur place? Oui, exactement. En fait, on a il y a des personnes qui sont en permanence là-bas, et puis d'autres qui passent, c'est plus en mode coworking. On a des espaces événementiels, il y a énormément de vie au campus, des talks, des formations, et voilà, on a 3 objectifs en fait au sein du campus cyber. Le premier, c'est les talents. On pourra peut-être revenir sur le sujet, parce que je pense que c'est vraiment le sujet numéro 1 en ce moment. On est en pleine pénurie de talents, plus de 15 000 postes non pourvus, avec des verrous à casser. Un deuxième sujet qui est l'innovation, un sujet extrêmement important, d'essayer d'avoir un coup d'avance par rapport justement à ceux qui nous attaquent, avec le monde de la recherche et le monde des startups notamment. Et le troisième volet, les opérations. C'est aussi un endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des sortes de cyberpompiers qui sont là pour répondre aux attaques. Comme vous le savez, les attaques, c'est en cyber depuis des années, mais c'est en train d'augmenter énormément. On a à peu près, pour donner quelques chiffres, on a, je crois, à peu près on a une attaque toutes les 11 secondes au niveau mondial. Une attaque toutes les 11 secondes au niveau mondial, ouais. Moi, quand j'étais à l'Annecy, entre 2019 et 2020, je me souviens qu'il y avait une augmentation par 4 des attaques de type rançongiciel, ce qui peut faire froid dans le dos quand on sait que, par exemple, une PME qui se fait attaquer, souvent, 6 mois après, elle fait faillite. Donc voilà, les conséquences économiques, elles sont extrêmement importantes. Il y a des évaluations, on parle de plus de 5 500 milliards de coûts de la cyber au niveau mondial. Voilà, des enjeux aussi sociétaux. C'est quasiment tous les mois qu'il y a des hôpitaux qui sont attaqués. Donc c'est un vrai enjeu pour notre société. Voilà, plus on se numérise, notre vie est numérisée. On s'éduque via le numérique, on communique via le numérique, on se transporte. On a des voitures de plus en plus connectées, et c'est à la fois formidable, mais en même temps, c'est aussi un poison pour notre société, puisque plus cette numérisation se fait, plus il y a des probabilités d'attaque, des surfaces qu'on appelle des surfaces d'attaque qui se développent, et c'est là où on a besoin en fait de tous ces talents pour mieux protéger, pour faire rayonner l'excellence française, et donc voilà. Et quel rôle joue justement le campus cyber dans la formation des talents de demain en cybersécurité? Alors ça, c'est comme on le disait, c'est vraiment le sujet numéro 1 actuellement, vu la pénurie, 15 000 postes non pourvus, avec une concentration assez particulière en Île-de-France, parce qu'il y a, je crois, plus de 50% des emplois qui sont sur la région, mais c'est en même temps un sujet qui concerne bien sûr tous les territoires. On pourra revenir là-dessus aussi. Les gros sujets, en fait, je pense qu'il y a un énorme enjeu sur l'attractivité des métiers. Parce qu'on a 15 000 postes non pourvus, on a la peine sur certaines formations à attirer des talents. Donc je pense qu'on a une image, malheureusement, qu'il va falloir qu'on travaille un peu plus, du geek à capuche. Voilà, l'expert cyber, c'est ça, c'est le geek à capuche dans le noir avec les chiffres à matrice derrière. C'est un homme et c'est un jeune. Et c'est voilà. et ça, il faut qu'on change. C'est vrai qu'on a des geeks, et je pense que j'en fais partie. Il en faut, mais c'est pas que ça. En fait, les métiers de la cyber, c'est extrêmement varié. Ça a énormément de sens, parce que protéger sa nation, c'est quelque chose de très noble. On est vraiment dans les métiers du care, de la protection. Et nous, on a au moins deux verrous qu'on veut essayer de travailler avec nos membres dans les prochains mois. Le premier, on fait le constat en fait que parmi les métiers, parmi les acteurs de la cyber, on a seulement que 11% de femmes, de talents féminins. Ça, c'est pas normal. Pourquoi se priver de la moitié des cerveaux ?
Donc ça, on va essayer de travailler avec différentes associations, différents acteurs pour mettre en avant des rôles modèles, pour montrer justement toute la diversité des métiers, parce qu'il y a des métiers techniques et certains talents féminins sont extrêmement performantes dans ces métiers. Et puis il y a d'autres aussi métiers, des métiers, je sais pas, en géopolitique, en droit. Le droit est en train de se construire déjà depuis quelques années sur la cyber, en communication de crise. Voilà, il y a un panel de métiers. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de l'ANSSI qui publie régulièrement un panorama des métiers et qui montre toute la diversité. On va travailler, on a créé un consortium avec Radio France, France Télé, la société de production du Bureau des légendes, où on va avancer sur ces sujets-là pour travailler l'image. Le deuxième verrou qu'on va essayer de casser, c'est cette image de croire que les métiers de la cyber, c'est réservé que à des matheux, à des personnes qui ont fait des longues études, par exemple d'ingénieurs. Quand on regarde en fait les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a 54% des emplois qui sont plutôt au niveau bac+2, bac+3. Donc là, il y a un énorme enjeu aussi à aller chercher ces talents-là. Parce qu'il y a de l'emploi, c'est des métiers qui sont plutôt, comme je disais, qui ont du sens, le métier du care, et qui rémunèrent bien, qui sont passionnants. Il y a plein de métiers différents sur la compréhension de la menace, sur la réaction, il y a toute une diversité, tout un panel de métiers. Et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Qu'est-ce que vous proposez au campus cyber pour attirer justement des nouveaux talents et les former? Ce qu'on fait, alors on fait des différentes choses là, et le gros enjeu, ça va être de passer à l'échelle. Ce qu'on fait avec le ministère de l'Éducation, ça fonctionne très bien, et il faut le souligner, parce que souvent on critique. Voilà, on a commencé, je crois qu'il y a 2 mois, on a commencé à sensibiliser plus de 500 profs, des profs de lycée, des profs de BTS, donc ça commence comme ça. Oui, ça c'est important parce que finalement, on est souvent orienté par rapport à l'expérience aussi de nos parents, et sauf que nos parents n'ont pas connu ces sujets de cybersécurité. Et donc, il faut qu'on forme des personnes à orienter les jeunes vers ce type de métier. Exactement. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin, en fait, de faire en sorte de sortir de notre microcosme d'écosystème cyber et de faire de ce sujet de la confiance numérique un sujet grand public. Donc, on va travailler là-dessus, comme je disais, notamment avec des médias. Pour faire des différentes actions sur les réseaux sociaux, pour montrer en fait tout l'univers. Il y a des projets de séries aussi qui sont annoncés, notamment du côté du Bureau des légendes. Il y a différentes actions qu'on va essayer d'entreprendre pour former un maximum, sensibiliser sur les gestes basiques de la cybersécurité, parce qu'encore une fois, on est tous connectés, on est tous concernés. Vous parliez des parents, c'est extrêmement important en fait. Et effectivement, ce qui est important notamment vis-à-vis des talents féminins, il faut qu'on très tôt on casse cette image de les métiers scientifiques, c'est réservé à telle catégorie et compagnie. Et ça, les prescripteurs derrière, ça peut être les profs, ça peut être les conseillers pédagogiques, mais ça peut être aussi surtout les parents. Et donc, on doit communiquer beaucoup plus sur les enjeux qu'il y a derrière cette confiance numérique. Et si aujourd'hui je suis un jeune lycéen qui cherche à s'orienter vers ces métiers-là, où est-ce que je peux me renseigner ? Est-ce qu'il y a un salon des étudiants qui orientent vers des formations en cyber qui existent ? Alors, il y a des choses qui existent, et c'est là aussi où on veut travailler sur l'orientation, notamment avec l'ONICEP. Il y a des sites, il y a des salons, mais on va essayer de mettre en place un peu une plateforme qui met en avant, via des témoignages, différents métiers. On est en train de travailler aussi sur des choses aussi plus basiques, des affiches. C'est avec le ministère de l'Éducation qu'on est en train de faire ça. On rêve de pouvoir mettre des affiches dans les salles de classe, par exemple d'informatique, avec des rôles modèles, notamment avec des femmes, pour casser cette image. Ça va, on a énormément d'idées avec les membres. On a un groupe de travail. C'est beaucoup de sensibilisation. Et voilà. Une des spécificités du campus, on en a plusieurs, c'est notamment l'idée je l'ai dit, de fédérer les acteurs. Et ça, on en est convaincu, mais on est aussi convaincu que ça va pas se faire tout seul. Et donc, une de nos idées, c'est de constituer des ressources mutualisées
pour aider tous ces acteurs à être plus forts ensemble, acteurs publics, acteurs privés. Et ça marche très bien, en fait, ce qu'on appelait les communs de la cyber, donc des ressources mutualisées. Au début, on était une 60aine d'acteurs à contribuer. Maintenant, il y a plus de 650 personnes, donc ça marche énormément. Et voilà, on va produire des ressources d'éducation libre, des choses plus techniques, des plateformes en IA et en cyber pour être plus fort. En fait, l'idée, c'est à chaque fois qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre seul, on constitue une petite équipe d'une dizaine, une douzaine de personnes privées, publiques, chercheurs, entrepreneurs, pour essayer de casser le sujet et encore une fois inverser le rapport de force. On est face vraiment à des cybercriminels qui sont extrêmement organisés, extrêmement performants. On estime à combien le nombre d'attaquants qui sont dans la nature aujourd'hui ? On le sait. Je saurais pas dire, mais déjà il y a plusieurs types d'attaques, on va dire, ou de motivation derrière le risque cyber. Il y a déjà peut-être un premier type dont on parle beaucoup d'appât. La motivation, c'est l'appât au gain. Et donc ça, c'est les fameux rançongiciels. Donc ces petits logiciels qui vont vous bloquer un système. Ça, c'est l'attaque vraiment la plus courante actuellement. La plus courante et qui demande pas obligatoirement des compétences énormes, parce qu'en fait, c'est vraiment, on trouve sur certains réseaux des outils ou même des services. Hein, on parle de ransom as a service. Qui permettent de faire des dégâts qui sont considérables, à la fois pour des tout petits acteurs, mais aussi des très gros acteurs. Donc tout le monde est concerné, même moi qui suis peut-être un peu expert en cybersécurité, je pourrais très bien me faire avoir. Donc ça devient assez sophistiqué. On a un deuxième type de motivation qui est l'espionnage. On n'en parle peut-être pas assez parce que c'est extrêmement important. Espionnage industriel, technologique, politique. Ça, peut-être que je vous invite à regarder là aussi du côté de l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État, qui publie chaque année en fait un état de la menace. Et il me semble que l'année dernière, de tête, ils ont indiqué qu'ils ont fait 17 opérations cyberdéfense. Une opération cyberdéfense, c'est vraiment une opération ce qui nécessite de gros moyens, c'est qu'il y a une attaque assez importante sur des choses qui sont assez sensibles, ce qu'on appelle les opérateurs d'intérêt vital. On imagine c'est des structures qui sont nécessaires à la nation. Comme l'électricité, voilà, l'eau, exactement, il y a une liste qui est un peu secrète, okay. Mais avec tous ces champs-là, tous ces acteurs-là. Et donc voilà. Et donc, dans ce qu'ils indiquaient sur les 17 opérations de cyberdéfense, il me semble qu'il y en a 15 qui sont lié à de l'espionnage. Donc il faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là. Et je crois que c'est la première fois qu'il l'annonce. Parmi ces 15, il y en a 7 qui sont liés à des choses qui sont réputées liées à la Chine. Donc voilà, c'est aussi intéressant de le savoir parce que là encore une fois, on est tous concernés. On a la chance en France d'avoir des très belles pépites, de l'innovation, des technologies. Il faut aussi être conscient qu'il faut bien se protéger au niveau national, mais aussi à l'étranger quand on va prospecter dans différents marchés. Et puis peut-être la troisième motivation, c'est ce qu'on appelle le sabordage. Voilà, il y a certains groupes étatiques assez performants d'attaquants qui vont essayer de se prépositionner sur certains réseaux vitaux, par exemple l'énergie, et qui vont mettre un peu, en quelque sorte, quelques petites charges numériques pour que le jour où on est dans un conflit, les activer et faire casser tout un réseau. Et ça peut être extrêmement dommageable, on imagine bien, pour une nation. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles certains services de l'État s'occupent énormément. Donc on sait qu'il y a une armée de hackers qui essayent de nous attaquer, mais on ne sait pas exactement combien ils sont. Et on estime qu'il nous manquerait à peu près 15 000 talents en cybersécurité pour y faire face. Oui, alors il y a toute une activité de la cyber qu'on appelle la threat intelligence qui permet en fait d'essayer de mieux comprendre justement tous ces attaquants. Donc on a, pour faire assez en gros, on a des cybercriminels qui d'un côté qui sont appâtés par le gain financier, et puis on a d'autres attaquants, ce qu'on appelle des APT, donc des groupes d'attaquants un peu plus avancés, qui sont souvent liés à un État ou affiliés, et qui, eux, fonctionnent vraiment comme des opérations un peu militaires, et donc avec des moyens qui sont souvent très considérables,
et ils vont aller progressivement sur un réseau, être souvent très silencieux, très discret, et soit récupérer de l'information, soit et tout ça est surveillé, est connu, documenté. C'est aussi un des métiers qui est extrêmement intéressant d'analyste, pour mieux comprendre en fait tous ces attaquants, et ensuite mieux se partager les informations pour pouvoir les détecter. Vous avez un exemple de groupe de hackers affiliés à un État? Bon, il y en a plein, on les nomme APT avec un numéro, et donc certains sont réputés liés à tel ou tel État, en Chine, en Russie, aux États-Unis, un peu partout. Ça marche. J'avais une question. Je voulais savoir comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à anticiper cette nouvelle menace, et qu'on soit dans cette situation aujourd'hui de pénurie de talent, et on ait du mal à faire face à ce nouveau risque. Alors je pense qu'à l'origine d'Internet, en fait, Internet, ça a été conçu notamment par net, et l'idée c'était de pouvoir, il y avait quand même des notions de résilience, s'il y avait tel ou tel réseau qui tombait, le message pouvait passer, mais effectivement, justement à l'époque au collège, on pouvait facilement se faire passer ce qu'on appelle des attaques de type spoofing pour utiliser le mail d'une autre personne. Il y avait un peu un défaut dans la conception. Vous pouvez nous expliquer un peu le spoofing? Le spoofing, c'est essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, et donc envoyer un mail, par exemple, ou utiliser une adresse IP d'une autre personne. C'est aussi une caractéristique du monde numérique qui est très compliquée, parce que du coup, quelqu'un c'est assez simple d'utiliser des outils pour masquer en quelque sorte l'origine de l'attaque. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué d'attribuer une attaque et de dire ça vient de tel ou tel pays, parce que par rebond on peut passer par différents endroits. C'est plus simple, et encore on le voit parfois, c'est compliqué dans le monde physique. Un missile qui est lancé d'un point A à un point B, on peut facilement voir d'où vient le point A. Dans le monde numérique, c'est plus compliqué. Voilà. Oui, parce que c'est une menace invisible, c'est pour ça pour vous. Enfin, c'est plus facile de se dissimuler, et donc la menace elle est quand même visible, parce qu'on voit les conséquences, on en a parlé tout à l'heure, une entreprise qui peut être complètement bloquée, qui peut mais faire ça, faillite. Il y a quelques années, c'était pas une évidence. On a vu Internet venir, on l'a laissé venir, mais sans trop s'en préoccuper. C'était un monde réservé un peu aux geeks. Exactement, vous avez raison. Je pense que, en fait, on le dit depuis des années, mais le sujet de la transformation numérique, c'est quelque chose qu'il faut pas laisser à des geeks comme moi, pas uniquement. Il faut, ça devient un sujet géopolitique, un sujet même politique qui concerne toute notre société, et donc c'est extrêmement important, justement, là, d'en parler, de montrer en fait toutes les conséquences, les débats démocratiques. Un exemple, par exemple en géopolitique, on a une vision, il y a un sujet qui s'appelle le hackback. Il y a une sorte de valeurs différentes entre différentes parties du monde. Nous, au niveau français, on pense que le hackback, c'est la capacité d'une personne qui a attaqué à attaquer l'attaquant. D'accord. Et nous, en France, on dit attention, le hackback, c'est quelque chose de très dangereux. Un peu de la contre-offensive. Et ça doit être réservé que aux militaires, parce que derrière, il faut que ça soit contrôlé. Sinon, ça peut très vite être le Far West, avec la raison dont tu parlais, du fait que c'est difficile de savoir d'où vient l'attaque. Si tout le monde s'attaque entre eux, très vite, ça devient le Far West. Au niveau des États-Unis, c'était plus sur une possibilité pour notamment des entreprises privées à leur laisser la liberté d'attaquer l'attaquant. Donc dans la guerre cyber, il y a des règles un peu de diplomatie aussi. Exactement. Okay. C'est ça aussi qui est passionnant. Il y a toute une géopolitique qui est en train et des sujets de droit international qui est en train de se développer. Et c'est important d'avancer sur ces sujets. Au niveau français, on a un modèle qui est assez sain. On a un modèle où on a dissocié l'offensif du défensif. Le défensif, on voit bien, c'est pour se défendre. Un acteur comme l'ANSSI, c'est vraiment il fait uniquement de la défense. Et l'offensif, c'est cette capacité à attaquer. Et ça, en France, on l'a vraiment séparé. Et donc, c'est réservé, cette partie offensive, plus au ministère des Armées.
C'est différent, par exemple, dans d'autres pays. Donc, au ministère des Armées, il y a vraiment un département réservé à la cyber. Ouais, et c'est assumé maintenant. Depuis qu'avant, c'était un peu secret, mais maintenant, c'est complètement assumé. Déjà depuis quelques années, ça a été mis en avant par des ministres des armées. Oui, on a des capacités offensives. Être soldat aujourd'hui, ce n'est plus seulement être sur le terrain. Exactement, c'est un soldat derrière son ordinateur. Exactement. Et donc voilà. Et aux États-Unis, on a plus, il y a moins cette séparation, ce qui fait que, par exemple, en France, quand l'ANSSI va aider une victime, on sait qu'ils viennent pour aider. Aux États-Unis, des acteurs comme la NSA, quand il y a une entreprise qui est attaquée, les acteurs savent pas trop s'ils sont là pour juste défendre ou, je grossis le trait, ou faire du renseignement. D'accord, très bien. Et du coup, on va parler peut-être un peu de souveraineté numérique aussi. Ouais. Si on parle de guerre cyber à l'international, moi, je me demandais pourquoi. C'est surtout qu'on parlait du retard qu'on a pris en fait en France par rapport à la pénurie de talents, etc. Et je me demandais pourquoi aussi, en termes de souveraineté numérique, enfin nous, on n'arrive pas non plus à développer nos propres solutions numériques en France. Et donc, on est dépendant aussi de solutions numériques étrangères. Par exemple, tous nos smartphones, nos ordinateurs, ils sont pas français. Pourquoi on a autant de mal à se mettre au numérique en France ? Alors déjà, je pense qu'il faut nuancer. On a quand même des super pépites, on a des super technologies, et donc on a je pense qu'on peut être quand même très fier de la création de technologies en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais il est vrai que sur le numérique, certains pays ont plus avancé, pays ou géants, ou acteurs du numérique. On voit dans le numérique qu'on a une sorte de quelques acteurs qu'on appelle notamment les GAFAM, Google, Apple et compagnie, qui accumulent énormément de capacités, notamment financières, et qui ont des moyens qui sont considérables, qui sont du niveau d'un État. Alors, le sujet de la souveraineté numérique, c'est un sujet qui fait un peu parfois polémique. Je pense qu'il faut essayer de sortir du côté idéologique et essayer d'être assez pragmatique. Et effectivement, on peut faire le constat qu'on utilise tous des ordinateurs qui sont pas bêtement construits, même ou conçus en France. Donc voilà, ça c'est un fait. France ou en Europe même. Ou France ou en Europe. Et voilà. Après, ce qui me semble important, c'est et on l'a vu encore récemment avec la période de son qu'on est en train de vivre actuellement. Ce qui est important pour moi, la souveraineté numérique, la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à décider, à être maître de son destin. Et ça, effectivement, dans cette société qui se numérise, c'est important pour nous, pour notre nation, de pas être dépendant de certains acteurs étrangers. Parce que le jour où il y a une crise, le jour où il y a une pandémie, on s'aperçoit que si on a des liens de dépendance trop forts, et bien tout d'un coup, il peut y avoir des conséquences type pénurie, comme on l'a vu encore il y a quelques mois. Donc c'est important de développer notre écosystème pour pas créer de dépendance, mais tout en restant très pragmatique. Donc je pense que quand on a des solutions françaises qui fonctionnent, il faut les utiliser et voilà. Quand et l'État a un rôle à jouer pour soutenir cet écosystème, pour acheter le campus cyber notamment pour et en même temps, quand on n'a pas les solutions, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas être dépendant vis-à-vis d'un seul acteur et d'être en capacité de pouvoir changer de fournisseurs, notamment étrangers, s'il y avait un problème. Et justement, à contrario, on développe des solutions en France, comme vous l'avez dit, mais on a du mal à les internationaliser. Comment est-ce qu'on explique ça aussi ? On a là encore, je pense qu'on a encore des progrès à faire, mais on a quand même des beaux succès. Je pense que c'est aussi un énorme enjeu du campus cyber, c'est de faire rayonner l'excellence française, d'avoir un peu cet esprit conquérant. On peut être fier là encore, on a des très très belles pépites au sein du campus, et on les aide avec différents acteurs. Je pense notamment avec Business France, mais aussi d'autres acteurs, parce qu'on a pas mal d'acteurs étrangers
qui viennent voir en fait ce qui est en train de se passer. C'est assez curieux ce campus cyber vu de l'étranger. Ça existe nulle part ailleurs ? On a, avec Michel Vandenberg, on avait été dans la conception du campus dans une phase un peu de benchmarking. Donc on avait été, et la demande du président de la République à l'origine, c'était de faire un Beersheva à la française. Beersheva, pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre en Israël un peu équivalent. Mais je pense qu'on a été un peu plus loin. On a des spécificités qui sont que j'ai pas vues ailleurs. Donc voilà, on avait été voir aussi à Skolkovo, en Russie, aux États-Unis. On a des choses un peu similaires, mais c'est vrai qu'en France, dans les différences qu'on a et que Michel a réussi à mettre en place, c'est notamment le fait d'avoir pas que des pure players, mais aussi des bénéficiaires. Donc on a la moitié du CAC 40 et ça c'est extrêmement riche pour notre écosystème. Voilà, on a essayé de faire un écosystème très fertile. Et ça, c'est un peu l'image que je prends. C'est toujours, c'est très simple. C'est comme dans la nature, un écosystème qui produit bien, un terrain qui produit bien. C'est un écosystème où il y a une certaine biodiversité et il y a un équilibre. Et ça, pour faire ça, on veille énormément à avoir une variété d'acteurs au sein du campus, des petits, des grands, des acteurs publics, des chercheurs, des enseignants, des business. Et on cherche un équilibre. Pour ça, dans la gouvernance, on a fait quelque chose qui est assez atypique pour une entreprise, parce qu'on est une entreprise, hein, mais qui est un peu particulière, détenue à 44% par l'État. On a en fait dissocié l'apport du capital en pouvoir de décision au sein de la gouvernance. En gros, on a 9 collèges, un collège par typologie d'acteurs, et quel que soit l'argent qu'ils ont apporté au campus, ils ont tous à peu près le même poids. Et donc, les acteurs bénéficiaires, donc la moitié du CAC 40, qui représente quand même des montants financiers assez importants, pèsent autant que les startups ou les chercheurs. Et ça, on y croit énormément parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va s'obliger à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de tout l'écosystème avant les intérêts particuliers des très gros ou des très petits. Voilà, c'est un peu une des spécificités du campus. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément d'entreprises qui proposent des solutions en cybersécurité. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que ça pose pas problème justement pour les entreprises qui veulent se protéger, qui savent pas trop par où commencer, où s'adresser ? Je sais pas si c'est trop ou on doit probablement progresser dans la lisibilité des offres. Ça aussi, c'est un gros enjeu sur lequel on veut travailler au sein du campus, notamment vis-à-vis des PME. Hein. Moi, je suis assez inquiet pour les PME parce que le jour où on a 30% des PME qui s'arrêtent parce qu'elles sont attaquées, on va avoir un gros sujet. Et donc, il faut qu'on aide les gros acteurs, les industriels. Ils ont des moyens, ils ont des équipes et ils vont chercher l'innovation. Ils vont chercher l'innovation en France et le campus cyber permet cet échange, cette proximité entre des gros acteurs et des plus petits mais qui sont très innovants. L'important, ça va être voilà, effectivement de simplifier la lisibilité des offres et le campus peut servir de tiers de confiance pour diriger, guider certains acteurs peut-être un peu plus petits en leur disant les bases c'est vraiment de cette solution, ce type de solution. Un peu comme l'ANSSI qui donne ses 5-6 recommandations de base pour avoir les bases en cybersécurité, mettez ça en place. Et du coup, avoir un peu les solutions derrière, qu'est-ce que je choisis pour mettre ça en place. Mais de façon encore plus simple, un peu je sais pas si ça existe encore, mais moi à l'époque, je me souviens des guides Fnac où on avait une sorte de label, de vue d'expert. On a la chance là au campus d'avoir les meilleurs experts de la cyber. Il y a un label Campus Cyber d'ailleurs ? Il y a un label pour l'instant pour des campus cyber territoriaux. Parce que l'idée c'est d'avoir on a ce beau lieu au niveau parisien, mais l'idée c'est d'avoir en fait un réseau de campus surtout dans toutes les régions. Donc on labellise en fait des campus cyber territoriaux. Le premier qu'on a labellisé, c'est la région Hauts-de-France. Toutes les régions sont partantes, hein, elles sont toutes elles sont rentrées dans la gouvernance du campus. La semaine dernière, il y a 2 semaines, était annoncé un autre campus du côté de la Bretagne. De Rennes, oui. Et voilà. Et l'idée, ça va être, il y a plein d'autres projets. Et l'idée, ça va être là encore de fonctionner en réseau pour mieux partager des outils, des informations, des experts pour inverser le rapport de force. Voilà. Et donc, est-ce que vous serez un interlocuteur privilégié pour les entreprises au niveau local qui cherchent à se protéger, par exemple, ou les collectivités territoriales, ou les hôpitaux? C'est aussi l'idée. On vient d'être sélectionné par la Commission européenne pour être ce qui s'appelle un EDIH, un European Digital Innovation Hub. C'est un réseau de campus sur différents sujets, notamment sur la cyber au niveau européen. Et derrière ce EDIH qu'on va développer là, probablement sur 2023, on va avoir une petite équipe qui va
fournir des services avec des membres du campus à destination notamment des PME ou des collectivités. Une PME ou une collectivité a pas toujours les moyens d'avoir, je sais pas, ce qu'on appelle un RSSI, un responsable des sécurités de l'information. Donc on va essayer de proposer des services de mutualisation des RSSI, des services de diagnostic, de formation, de sensibilisation pour essayer d'accélérer, parce que là encore une fois, tout le monde est connecté, tout le monde a son business qui est lié au numérique et donc tout le monde est concerné par la cybersécurité. Et j'ai entendu parler aussi de la mise en place d'un cyberscore à la fin 2023, à l'image du Nutri-Score qui permet aujourd'hui en un seul coup d'œil de connaître la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le cyberscore ? Oui, c'est vraiment cette image ça a été annoncé par le gouvernement. Il me semble que ça va être mis en place, en tout cas en phase de test dès 2023. L'idée, ça va dans le sens de ce que vous indiquez, c'est d'essayer de simplifier la lisibilité des offres. Et l'idée, c'est en quelque sorte d'obliger ou d'inciter un certain nombre de fournisseurs de solutions numériques de classer un peu leur système pour voir si les enjeux de cybersécurité ont bien été traités. Et ce que c'est vrai que c'est très compliqué en tant qu'acheteur, même on le voit d'un point de vue personnel. On utilise de plus en plus d'objets connectés. C'est quand même assez important. Il y a des données parfois qui peuvent être extrêmement personnelles. À partir du moment où on met un micro ou une caméra dans une maison, c'est quand même assez important de rendre lisible l'offre pour que les clients puissent savoir si c'est quelque chose où la sécurité a été est pris en compte et que la sécurité, c'est pas juste un instant d'honnêteté, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et donc du coup, c'est voir aussi si il y a bien un dispositif qui permet de mettre à jour et se protéger en continu Donc le cyberscore, il sera destiné aux entreprises qui proposent des solutions en cybersécurité ou c'est à destination par exemple, si moi je télécharge une application, il y a un cyberscore qui s'affiche, est-ce que cette application est sûre ou pas ? Alors j'ai pas le détail encore, j'attends de voir, mais je pense que c'est à minima sur les solutions. Il y a différents dispositifs derrière et différentes possibilités d'avancer sur le sujet. Ça marche. On a pu aussi entendre dans les infos que 30 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement pour aider les PME à se protéger contre le risque cyber. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce plan ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, alors c'est assez récent. Ce que j'ai compris, c'est ils ont ciblé, et c'est extrêmement important, je crois, autour de 700-800 PME qui sont très critiques, qui sont sur des chaînes de valeur très sensibles, essentielles pour la nation. Et donc, de ce que je comprends, il va y avoir un accompagnement de diagnostic pour essayer d'accélérer très rapidement. Et donc, c'est ça, je pense qu'on peut vraiment saluer ce point-là, cette initiative. Après, l'idée, ça va être d'essayer de passer à l'échelle pour pouvoir adresser toutes les PME, parce que toutes les PME du quartier peuvent être concernées. Je pense même à une boulangerie, un fleuriste qui vend des fleurs en ligne. C'est toujours l'exemple que je prends. Voilà. Donc on a un énorme enjeu, et ça, c'est encore une fois sur le domaine de la cyber. L'enjeu, c'est de passer à l'échelle, à la fois sur les talents, à la fois sur les solutions. Voilà. Est-ce que le campus cyber est concerné justement par ce plan de protection des PME en France ? C'est probablement un sujet sur lequel, comme je disais, on va avoir un rôle assez important au sein du campus, au sein du réseau. Il y a plein d'acteurs, de membres sur lesquels on peut compter pour avancer sur le sujet. Est-ce que vous organisez des événements au campus cyber auxquels le grand public aussi peut assister pour en savoir un peu plus sur ces sujets-là ? Ouais, c'est vraiment aussi un lieu d'événements. On a la chance d'avoir des salles qui sont complètement adaptées pour accueillir le grand public. Par exemple, la semaine prochaine, lundi, on organise on co-organise avec différents acteurs, avec l'ANSSI, avec le ministère de l'économie, avec la région, avec la préfecture, un événement à destination justement des PME, ça s'appelle CyberEco Île-de-France. Et l'idée, c'est vraiment en fait de les sensibiliser. On attend à peu près 1000 personnes
pour voilà, sensibiliser, expérimenter certaines solutions, montrer comment on peut répondre à la menace cyber. C'est des choses, des ateliers aussi très pratiques. Donc ça, c'est des choses qu'on va organiser régulièrement. On est encore très récent, on vient d'ouvrir en février. J'allais vous demander quel âge a le campus cyber. Voilà, c'est tout récent, c'est peut-être aussi pour ça que le grand public ne connaît pas encore très bien. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à faire pour faire connaître, mais c'est un enjeu que le président du campus souhaite vraiment qu'on développe, en faire un sujet très grand public. Donc on a quelques idées là-dessus. On va accueillir, je pense, dans les prochains mois aussi beaucoup d'étudiants, des collégiens, des lycéens aussi très tôt, justement là encore, à la fois pour les sensibiliser parce que ils sont aussi bien sûr concernés, et aussi leur donner envie, peut-être pour certains, de s'intéresser au métier de la cyber et de leur diversité et tout le sens, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a derrière ces métiers. Je tenais à préciser que lorsque cette émission va sortir, l'événement que vous venez d'évoquer sera déjà passé, ouais. Malheureusement. Voilà. Mais il y en aura d'autres. On en organisera. Voilà, donc l'actualité du campus cyber est à suivre. Donc pas seulement pour les PME, mais aussi du grand public, enfin des étudiants qui souhaitent se renseigner sur ces sujets. Vraiment tous les acteurs, c'est vraiment les acteurs business, les acteurs de la recherche, les acteurs de l'éducation. On est l'écosystème. C'est le lieu, c'est la plateforme de l'écosystème, c'est la porte d'entrée vers l'écosystème de la cybersécurité, et on va au fil des mois organiser beaucoup d'initiatives de ce type. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Yann Bonnet de nous avoir emmenés à la découverte du campus cyber durant cet épisode, et à très vite dans le monde de la cyber.